Je vous propose donc qu'on reprenne les présentations techniques. Et donc dans cette deuxième partie de la matinée, on va avoir 4 présentations dans le cadre des développements sur la réalisation de l'essai et l'interprétation. Les intervenants se sont déjà assis. Je laisse tout de suite la parole à Alexandre Lopez pour nous parler de la mesure des modules à faible déformation. Et pardon, juste du point de vue logistique, pour cette séance, on posera les questions après chaque intervention, comme elles sont assez distinctes les unes des autres. Merci Julien pour l'introduction. Bienvenue dans ce deuxième bloc des présentations. Je m'appelle Alexandre Lopez. Donc le contenu que je vais vous présenter qui porte sur la mesure des modules à faible déformation a été principalement développé pendant ma thèse CIFRE chez Fugro France, qui s'est déroulée entre 2017 et 2020. Il y a quelques développements théoriques qu'on a poursuivis à Terrasol. Donc, dans ces blocs de présentation, je vais commencer par vous introduire la présentation de la séance et on va passer tout de suite à la démonstration de la méthode que nous proposons pour la détermination des modules de ces éléments à faible déformation. Donc, nous allons le démontrer d'abord dans le cadre des argiles surconsolidées, après dans les sables, et ensuite on va faire marche arrière, on va présenter les éléments de validation théorique, donc d'abord en conditions contrôlées en laboratoire, et après les bases théoriques d'interprétation des essais pressiométriques dans ces cadres. Et ensuite, on va parler des besoins particuliers pour la mise en œuvre de ces méthodes. Donc dans ces blocs de présentation, nous allons parler de développement matériel, donc amélioration matérielle et des procédures des mesures. Donc d'abord par la présentation que je vais vous faire moi-même, donc sur la mesure des modules à faible déformation. Ensuite, les collègues d'Apageo qui vont parler de développement sur l'automatisation de l'essai. Les collègues de Lutz qui vont parler sur la mesure de la pression interstitielle, et ensuite à l'université Gustave Eiffel qui va nous parler des développements des procédures d'essai et d'interprétation. Donc l'objectif de cet axe de développement d'ARSCOP, c'était donc d'accroître la fiabilité de l'essai, donc de déterminer des propriétés du terrain qui ne peuvent pas être déterminées par les procédures Ménard usuelles. On a porté un travail notamment sur le matériel d'essai, les protocoles de mesure et les méthodes d'interprétation. Donc, aujourd'hui, on sait que le terrain, ils ont un comportement non linéaire. Donc, le terrain, ils vont avoir un module de ces éléments, un module de déformation qui est maximal à de très, très faibles déformations. Ces modules, ils décroît en fonction de la déformation du terrain. Les essais pressiométriques, donc les procédures Ménard et les modules Ménard, ils vont correspondre à une plage de déformation relativement élevée, donc dans l'ordre du 10-2. Par contre, un grand nombre d'ouvrages du génie civil vont solliciter le terrain dans la plage qui est comprise entre 10-4 et 10-2. Donc aujourd'hui, on utilise des corrélations empiriques pour passer d'un module Ménard à des modules dans cette plage, ou sinon on fait appel à d'autres types d'essais, donc des essais de laboratoire, des essais in situ type géophysique. Donc on avait l'objectif d'améliorer l'essai pressiométrique pour aller caractériser cette plage de déformation. Donc dans le cadre de ma thèse, les moyens qu'on avait à disposition, donc c'était la mise en œuvre d'une sonde innovante, donc c'était la sonde monochambre Francis Court, et l'application de procédures d'essai, des calibrages adaptés à ces propos. Donc nous avons fait une validation, donc d'abord en conditions contrôlées en laboratoire et ensuite sur des sites de référence sur lesquels on disposait des mesures de paramètres du terrain par d'autres moyens autres que les pressiomètres. Donc le résultat, donc je vous l'avance, c'est qu'on confirme effectivement qu'on peut mesurer les modules de déformation à faible, les modules de cisaillement à très faible niveau de déformation avec les pressiomètres. Donc, je vous propose de commencer cette présentation d'abord par les résultats. Regardons les résultats et après, on va vous montrer le cadre des validations expérimentales. Donc, on se place d'abord sur les sites de Merville. Donc, on est dans les argiles des Flandres, au nord de la France. On est l'essai que vous voyez à l'écran, il a été réalisé à 12 mètres de profondeur, donc dans l'argile des Flandres, où on disposait d'autres types d'essais de caractérisation, donc triaxial, essais de géophysique. Donc, on est dans des argiles relativement plastiques, une cohésion non drainée de l'ordre de 200 kPa et des essais de géophysique qui vont donner un module initial de l'ordre de 50 à 70 mégapascales. Donc on a réalisé un essai pressiométrique comme vous le voyez. Donc vous voyez les ordonnées sur la pression, la déformation radiale à la cavité. Donc on a chargé
la cavité par incrément de volume, incrément de déformation constant. Ça pourrait être par palier de pression comme d'habitude. Et du coup, on réalise 3 boucles de décharge-recharge. Donc sur cette courbe pressiométrique, on pourrait s'intéresser à interpréter un module type Ménard classique sur la plage dite pseudo-linéaire ou pseudo-élastique. On pourrait l'extrapoler ou aller mesurer directement la pression limite. Pour mesurer, pour déterminer des modules à faible déformation, nous allons nous intéresser notamment aux boucles de décharge-recharge. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est ce qu'on regardera de près. On va faire un zoom sur la boucle numéro 3. Quand on regarde de près une boucle pressiométrique de ce type-là, donc la première chose qu'on va observer, c'est qu'elle n'est pas linéaire. Donc, historiquement, on a toujours approximé ce comportement par une droite, en disant un module d'élasticité, un seul module. Le comportement n'est pas linéaire. Et autre aspect très important, c'est que cette boucle, elle est fermée. Donc, ça va nous ramener au principe, en fait, on est dans un comportement qui est réversible. Donc, on est non linéaire, réversible, donc on peut travailler en élasticité non linéaire. On peut l'approximer comme un problème en élasticité non linéaire. Donc, en expansion de cavité, on va parler des méthodes d'interprétation. Après, le module, donc le module de cisaillement, elle est la pente de la courbe d'expansion de cavité. Donc, sur cette boucle pressiométrique, nous allons calculer la pente sur tous les points depuis l'origine. Donc, on va se placer à l'origine et on va calculer plusieurs pentes. Quand on le fait, donc, ce qu'on va obtenir, c'est la courbe que vous voyez en noir et gris sur ces graphiques. C'est la courbe de décroissance du module séquent mesuré à la cavité. Donc, le module pressiométrique séquent sur cette boucle. Alors, ce module, c'est un module apparent. Il n'est pas le module élémentaire du terrain. Donc, nous allons passer par des procédures d'interprétation, nous allons en venir après, qui permet de passer de la courbe mesurée à la cavité à une courbe élémentaire, donc ce que vous voyez en bleu, qui correspond donc à la courbe du terrain, donc module élémentaire du terrain, donc la décroissance du module de cisaillement en fonction de la déformation. Alors, avec cette courbe, on peut faire ce qu'on veut. On peut soit entrer le module initial comme donnée d'entrée pour un modèle aux éléments finis, un modèle constitutif. On peut utiliser des valeurs de référence de gamma comme donnée d'entrée. On peut tout simplement, sur cette courbe, venir chercher un module pour un niveau de déformation qui nous intéresse. Sinon, je travaille sur un ouvrage qui va solliciter le terrain à 10-2, 10-3, ben, je connais mon module. Alors, nous avons comparé ces résultats à des essais, à d'autres essais sur le terrain, donc des essais des géophysiques, par exemple. Donc, on obtient que le module initial déterminé avec la méthode pressiométrique, donc le G0, bah, il correspond à une plage qui avait été déterminée par des essais de géophysique. Donc, on parle du module sur le plan horizontal, mesuré par des essais de cross-roll et down-roll. Donc, des essais comme ça, on a fait sur 3 profondeurs différentes. Donc, à 9 mètres de profondeur, 10 et 11. Et à chaque fois, on a calculé les modules G0, donc le module maximal du terrain, et on les a comparés aux essais de géophysique type down-roll et cross-roll sur les plans horizontaux. Et on obtient des résultats qui sont cohérents et satisfaisants par rapport à la caractérisation du module initial. On a également comparé les courbes de décroissance G en fonction de gamma avec des courbes de référence dans la littérature. Donc les courbes G de gamma que vous voyez ici, en gris, donc c'est des courbes type Harding-Drenevich pour ces terrains, qui sont tout à fait cohérentes avec le comportement qu'on pourrait déterminer avec le pressiomètre. Et chose intéressante, effectivement, on voit sur ces graphiques que le module Ménard, donc déterminé sur la plage quasi-linéaire, correspond effectivement à un ordre de grandeur de 10-2, donc un module fortement dégradé du terrain. Donc ça, c'est sur les argiles. On a fait les mêmes exercices sur des sables. Donc on va se placer sur des sables denses maintenant sur le site de Dunkerque, en France. On a appliqué la même procédure d'essai, donc 3 boucles de décharge-recharge. Chose très importante donc, sur cette procédure, il faut le noter, chaque boucle est précédée d'un palier de pression constante, donc un palier de fluage relativement long. Ça, c'est très important pour qu'on obtienne des boucles fermées. Donc voilà, même principe d'essai, 3 boucles. On peut déterminer un module sur la plage Ménard. Dans ces cas, on a effectivement mesuré la pression limite. Et regardons maintenant de près le comportement des 3 boucles. Donc, ce que je vous présente ici, c'est un zoom sur la boucle 1, 2 et 3, donc chacune réalisée à des niveaux de pression différents. On est maintenant dans un sable, donc on a un comportement qui est drainé.
Donc, dans ces types de terrain, on va avoir un module qui est fonction du niveau de contrainte. Donc, on augmente les niveaux de contrainte, on va augmenter les modules de cisaillement. Et c'est effectivement ce qu'on observe sur les 3 boucles, donc réalisées à 1000, presque 1500 et 2000 kPa, une raideur qui augmente. Donc, ce qui est tout à fait attendu et cohérent. Mais ce qui veut aussi dire que les modules qu'on mesure dépendent de la pression qu'on impose au niveau de chaque cycle. Donc, pour déterminer le module initial du terrain à son état de repos, on va devoir faire des transformations. Donc, on va en parler juste après. Et là, je vous montre encore effectivement le graphique G de gamma déterminé avec cette méthode. Donc, on est dans un comportement où on a dépendance de l'état de contrainte. Donc, on va regarder les G0, le Gmax est déterminé pour chaque boucle. Donc, ce que vous allez voir, c'est la valeur du module maximal obtenu pour chaque boucle de décharge-recharge. Et ce qu'on s'aperçoit, donc il y a une tendance d'augmentation en fonction de la pression. Donc, si on veut déterminer le module à l'état initial du terrain, donc on va devoir, sur cette tendance déterminée avec le pressiomètre, remonter au module correspondant à la pression initiale au repos sur le terrain. Donc, on va, sur cette courbe, déterminer P0 et le Gmax correspondant à P0. Donc, on ne peut pas l'accéder directement par les boucles pressiométriques. Donc, on a fait cet exercice pour 3 essais en profondeur, donc à 6, 8 et 11 mètres de profondeur. Donc, on obtient les valeurs des Gmax que vous voyez, donc G0 en fait sur le plan horizontal, que vous voyez sur les graphiques, qu'on peut comparer à des essais CPT sismiques qui étaient disponibles sur site. Donc, on observe une cohérence et un comportement, voilà, des mesures qui sont tout à fait satisfaisantes. Détail important sur ces graphiques, donc les points verts, ce sont les modules Ménard. Vous allez observer que les modules Ménard, ils ont une tendance de décroissance en fonction de la profondeur. Ce n'est pas ce qu'on attend d'après les essais géophysiques. Et cette décroissance en fonction de la profondeur du module Ménard, c'est à cause de perturbations dues au forage. Donc, le module Ménard il peut être perturbé par le forage, et on l'observe ici. Les modules déterminés par les boucles, il est beaucoup moins sensible à toutes ces perturbations dues au forage. Donc voilà, ça c'est le résultat qu'on a obtenu sur site, qui nous ont effectivement confirmé cette possibilité de mesurer des modules à très faible déformation. Alors bien sûr, on les a validés en conditions contrôlées en laboratoire. Donc c'est un exercice que nous avons fait au laboratoire Navier Géotechnique à l'école des Ponts. Donc on a mis en place des échantillons de sable reconstitués. Donc l'avantage de cette méthode, c'est qu'on peut choisir les sols qu'on veut tester. Nous avons choisi les sables des Fontainebleau NE34, donc c'est un matériau qu'on connaît très bien, on connaît ses équations constitutives, voilà, des équations de référence de son comportement. On peut reconstituer l'échantillon à des niveaux de densité et de compacité choisis, et on choisit l'état de contrainte dans la chambre. Donc on peut maîtriser toutes les conditions limites de l'essai. Et on a établi un programme d'essai où on a fait varier l'état de compacité des sables et on a cherché à caractériser les modules à faible déformation. Donc, voici le résultat principal obtenu dans ces chambres d'étalonnage. Donc, 4 essais réalisés dans des échantillons très denses à lâche, 2 essais de répétabilité, donc ils sont quasiment superposés sur le graphique, donc qui montrent effectivement que la procédure est répétable. Donc, on peut s'intéresser, donc si on vient choisir pour un niveau de pression, un niveau de contrainte donné à la cavité, on va comparer les modules en fonction de l'indice de densité. Et ce qu'on observe, c'est effectivement, le plus l'échantillon est compact, en rouge, le plus le module va être élevé, le plus le comportement est raide. Ce qui est logique, et voilà ce qui permet effectivement de valider qu'on peut cerner l'état de compacité avec un essai pressiométrique de ce type. L'autre résultat, c'est pour un essai donné, on regarde le comportement au niveau de chaque boucle, et effectivement, on s'aperçoit, plus forte est la pression à la cavité, plus forte est la raideur et le module mesuré, ce qui est également cohérent et attendu. Donc voilà, c'est une procédure de validation qui a été faite en laboratoire et du coup on a pu comparer les courbes déterminées et interprétées de cette façon avec les courbes de référence pour les sables de Fontainebleau. Donc d'abord l'évolution du Gmax en fonction de l'état de contrainte, ce que vous voyez dans cette figure de gauche. Donc les points, c'est ce qui a été déterminé avec le pressiomètre, avec 2 essais de répétabilité. La courbe en bleu, c'est l'équation de référence pour les sables de Fontainebleau. Donc on voit effectivement qu'on arrive à cerner cette tendance d'augmentation du module avec la contrainte. Et ce que vous voyez au milieu, c'est la décroissance du module séquent en fonction de la déformation. Encore une fois, comparé à des courbes de référence dans la littérature, donc Ostopack et Bolton, qui ont
utiliser le sable de Fontainebleau dans leur base de données. Donc on voit effectivement qu'on a un comportement qui est tout à fait cohérent avec ce qui pourrait être attendu. Donc c'est pareil pour d'autres niveaux, d'autres indices de densité du sable. Donc voilà, ça c'est des éléments de validation expérimentale en laboratoire. Alors quels sont les éléments théoriques d'interprétation derrière cet essai? Alors, l'essai pressiométrique est avant tout un essai d'expansion de cavité cylindrique. On va insérer une sonde dans le terrain, et on va charger la cavité, on va appliquer une pression, on va mesurer une déformation. Ce qu'on mesure au niveau de la sonde, c'est ce qui est réalisé au niveau de la paroi de la cavité. Les contraintes appliquées à la paroi et les déformations mesurées à la paroi de la cavité, elles vont décroître en fonction de la distance radiale dès qu'on s'éloigne de la position de la sonde dans le terrain. Tout ce qu'on mesure par une sonde pressiométrique est l'intégration du comportement du terrain autour de la cavité. Donc tout ce qu'on mesure avec un pressiomètre, c'est une raideur. Les raideurs mesurées au pressiomètre sont apparentes. Donc si on veut remonter aux raideurs élémentaires du terrain, on va devoir les dériver de la courbe pressiométrique. Donc voilà, donc il y a des méthodes empiriques et analytiques pour le faire, et sachant que ça, ce n'est pas les cas en élasticité linéaire. En élasticité linéaire, le comportement de la cavité il est identique au comportement alimentaire, sauf que ça n'est pas la réalité pour le terrain comme on le connaît aujourd'hui. Donc commençons par les méthodes empiriques d'interprétation qui ont été mises en œuvre. Ces méthodes, on les appelle des méthodes de transformation-déformation, c'est-à-dire les déformations qu'on mesure au pressiomètre, donc dans une courbe type G de gamma, qu'on peut voir comme ça. Donc, tout ce qu'on mesure avec les pressiomètres, on va le transformer en comportement élémentaire par application d'une équation de transformation. Donc, cette méthode a été mise en place pour la première fois par Jardine en 92, en comparant la réponse pressiométrique à des essais de laboratoire élémentaires. J'ai ensuite, en 2022, refait cet exercice avec des modèles numériques aux éléments finis. Donc, on impose une loi de comportement, on simule un essai pressiométrique et on sait établir cette loi de transformation, comportement à la cavité, comportement élémentaire. Donc voilà, ça ce sont des procédures empiriques pour transformer la réponse mesurée par le pressiomètre dans la réponse élémentaire que nous cherchons. Quand on a dépendance à l'état de contrainte, donc nous allons aussi devoir faire une transformation d'état de contrainte, c'est-à-dire la pression qu'on applique à la paroi de la cavité, ce qu'elle est à un niveau de la cavité, mais autour de la sonde, il y a une contrainte moyenne effective qui se développe. Donc les procédures d'interprétation consistent à transformer les pressions PI au niveau de chaque boucle à une pression moyenne effective, une contrainte moyenne effective autour de la sonde au moment de chaque boucle. Donc on transforme ce qui a été mesuré au pressiomètre en une contrainte moyenne. On obtient une valeur de G max pour chaque boucle. Sur chaque boucle, donc sur l'ensemble des trois boucles ou plusieurs boucles réalisées, on aura une tendance d'augmentation des G en fonction de la contrainte moyenne effective. Sur cette tendance, nous pouvons chercher n'importe quelle autre valeur de contrainte de référence. Donc, nous allons par exemple chercher la valeur de P0, donc la contrainte horizontale au repos, et on pourra déterminer les G0 et la courbe de décroissance de référence du terrain en état initial. Donc ensuite, il y a des méthodes, voilà. Encore par rapport à l'ajustement d'état de contrainte, il n'y a pas de consensus dans la littérature. Dans la littérature, on verra plusieurs équations qui sont proposées. Il y a une qui a marché particulièrement bien sur les essais que j'ai réalisés dans ma thèse, mais il y a encore un axe de recherche à porter là-dessus. Chose importante à retenir, c'est qu'on peut, avec un essai pressiométrique, cerner l'influence de la contrainte. Donc, sur un graphique normalisé G de gamma, avec 3 boucles pressiométriques, on peut cerner l'évolution de la raideur en fonction de la contrainte. Donc ça, c'est un résultat aussi très important de recherche menée dans ce projet. Il y a aussi un cadre analytique. Donc là, c'est plutôt pour les essais en conditions non drainées. Donc là, on va parler des essais dans les argiles. On peut, si on connaît notre modèle constitutif, ou si on impose un modèle constitutif, on peut intégrer les équations constitutives du terrain et dériver l'équation de la courbe d'expansion pressiométrique.
Donc, si on fait l'hypothèse, au lieu de considérer qu'on est en élasticité linéaire, on se dit qu'on est en élasticité non linéaire et qu'on obéit une loi type Harding-Dreinovich ou Duncan, qui sont vraiment un comportement hyperbolique, on peut les intégrer, dériver la courbe pressiométrique, qui va avoir une allure comme ça, qui est fonction de 3 paramètres. Donc, on va dépendre d'un P0, de la cohésion non drainée et des G0. Pareil, on peut l'appliquer sur une boucle pressiométrique. Donc là, c'est encore plus simple. Ça va dépendre de la pression au début de la boucle, des G0 et de CU. Alors, en le faisant, donc l'avantage, et ce qui peut être contre-intuitif, c'est qu'on peut appliquer cette théorie à des essais monotones classiques. Donc on va sur la phase finale de l'expansion. Donc on va interpréter la phase plastique pour déterminer la pression limite et la cohésion non drainée. Avec ces deux paramètres, on fait l'hypothèse et on détermine avec d'autres moyens, voire même l'essai pressiométrique, la contrainte initiale au repos. Et on a tout ce qu'il faut pour déterminer les G0, les modules maximales du terrain. Donc voilà, ce qui peut paraître contre-intuitif, c'est qu'on va chercher sur les très grandes déformations un paramètre qui est aux très faibles déformations. Ça marche, puisqu'on intègre ça dans le modèle constitutif. Et ça marche à condition de pousser l'essai pressiométrique suffisamment loin pour bien caractériser la phase plastique. Donc pour que ce type de procédure marche, il faut pousser l'essai à 90% de la pression limite. Si on arrête trop tôt, ça ne marchera pas. Donc encore des procédures analytiques, on peut les appliquer sur les boucles. L'avantage, c'est que c'est en quelque sorte redondant avec les procédures semi-empiriques, donc il y a une qui va rassurer l'autre. L'avantage des procédures analytiques, c'est qu'on fournit un cadre mathématique théorique derrière et qui confirme effectivement le fonctionnement et la faisabilité, au moins théorique, de cette méthode. Donc sur une boucle pressiométrique, on va chercher l'origine, on va calculer la pente sur tous les éléments de la boucle. Donc on a publié un article au GNGG avec la procédure pas à pas. Les modules maximales, donc ça va être la pente à l'origine, ici. Donc il y a un certain niveau d'extrapolation. Vous voyez, sur les très faibles déformations, on extrapole, ce qui permet d'obtenir la pente à l'origine. Et ensuite, sur chaque boucle, on va par rétrocalage déterminer la cohésion non drainée. Ce que vous voyez ici, c'est la même boucle que j'ai présentée au début de la présentation. Donc on arrive à une cohésion non drainée de 178 kPa pour un terrain où on est dans l'ordre de 200, ce qui est tout à fait satisfaisant, et un module pareil, dans l'ordre des grandeurs qui a été mesuré par des essais de géophysique. L'avantage donc de méthodes analytiques, c'est qu'on a mesuré les points, enfin appliqué les méthodes analytiques sur des boucles de décharge, c'est qu'on a l'ensemble des mesures sur la boucle. Donc on a sur l'ensemble de notre courbe G de gamma, on sait placer les mesures qui ont été réalisées, donc ce qui fiabilise l'approche, et on saura qu'il y a une certaine extrapolation pour le domaine du G0. Voilà. Donc pour que toutes ces procédures fonctionnent, donc il y a un certain nombre de besoins qui sont spécifiques, donc on doit mettre en œuvre pour assurer un fonctionnement. Donc c'est notamment réaliser 3 boucles. Ces boucles sont réalisées après la pression de fluage pressiométrique. Donc on va se placer dans la partie déjà non linéaire de l'essai pressiométrique. On s'affranchit du domaine pseudo-élastique, etc. On va limiter l'amplitude de ces boucles. Donc c'est de l'ordre de 40% de la pression avant décharge. Et donc on fournit dans le cas d'Arscope des recommandations pour les valeurs de pression pour chaque boucle. Donc ça c'est voilà, qu'on puisse donner des ordres de grandeur quand on pilote un essai. Et la chose la plus importante, c'est un apprentissage qui est dans le cas d'Arscope, c'est que chaque boucle doit impérativement être précédée d'un palier de pression constante. Et ces paliers doivent être suffisamment longs pour cesser ou diminuer significativement les comportements différés, soit fluage, soit voilà, tout ce qui peut être dépendant du temps. Si on ne le fait pas, voilà, si on charge la cavité en décharge tout de suite, on a des boucles ouvertes et on peut avoir des pentes négatives. Donc ces pentes négatives, c'est qu'on est en train de superposer un comportement différé à de l'élasticité. Donc ça ne nous intéresse pas du tout. Ce qui nous intéresse, c'est voilà, on fait arrêter le comportement différé, ensuite on décharge, et là, oui, là on a effectivement des modules d'élasticité du terrain.
Donc, autre besoin, donc c'est notamment les protocoles d'essai spécifiques. Donc, on peut avoir besoin de réaliser des calibrages spécifiques pour être sûr que notre sonde pressiométrique elle travaille bien dans le domaine qu'on cherche. Étalonner le comportement de la sonde en décharge-recharge. Alors, ça, c'est très important quand on est dans des terrains relativement raides. Donc, si on a des modules G supérieurs à 5 mégapascales, les sondes pressiométriques, souvent, lorsqu'on décharge-recharge, on peut avoir des pertes de volume supplémentaires. Donc, on va le caractériser, ces pertes, par des calibrages en décharge-recharge également. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça s'est expliqué dans la thèse, dans des articles que nous avons publiés. Et dans le cas très spécifique, donc c'était le cas de mon cas quand j'ai fait ma thèse, donc on travaillait avec une sonde innovante, on voulait, là c'était un matériel d'essai nouveau, on voulait se rassurer que les mesures correspondaient effectivement, enfin les déformations mesurées avec la sonde correspondaient effectivement aux déformations réelles. Donc on a développé une espèce de faux sol, donc c'est un tube en polyuréthane que nous avons instrumenté avec des jauges de déformation. Donc pour caractériser, confirmer, voilà, qu'est-ce qu'on mesure avec la sonde correspond à des déformations réelles. Donc ça, voilà. Donc des besoins par rapport au matériel d'essai, donc amélioration de la membrane, donc notamment pour limiter des pertes de volume qui peuvent être parasites, non maîtrisables. Dans le cadre de ma thèse, j'ai travaillé avec la sonde monochambre Francis Court, donc qui mettait en place des gaines textiles pour limiter ces pertes, pour aussi limiter quelques problèmes qu'on pourrait avoir. Ensuite, la mise en place des capteurs de déplacement, capteurs de déformation dans la sonde, donc d'aller mesurer plus proche du terrain. Donc, il y a effectivement un brevet posé par Francis Court de mesures par inductance. Des mesures par effet Hall, donc la thèse d'Essaoui et al., enfin, l'article d'Essaoui et al., voilà, donc qui permet d'avoir des mesures plus proches du terrain et s'affranchir de quelques calibrages et quelques incertitudes. Et ensuite, le capteur de pression interstitielle, donc on va vous présenter après une présentation de lutte pour cerner notamment si on est dans un comportement drainé, non drainé ou intermédiaire, ce qui va faciliter l'interprétation. Ensuite, limiter les pertes des charges hydrauliques. On peut avoir des pertes parasites dues aux tubulures, donc augmenter le diamètre des tubulures, réduire ou avoir une quantité maîtrisée de fluide anti-congélation, ou le maîtriser en fonction de la température. C'est un vrai problème quand on a des tubulures trop longues en hiver. Et sinon, adapter le programme de chargement à la réactivité du système. Si on ne peut pas l'ajuster, enfin si on ne peut pas le corriger à la source, on adapte le programme de chargement pour s'affranchir des problèmes métrologiques éventuels. Et l'autre volet, c'est le pilotage assisté de l'essai, dont nos collègues d'Apagio vont vous parler après. Donc en conclusion, les procédures que nous avons mis en œuvre dans le cadre d'ARSCOP, elles permettent d'accéder au module de cisaillement à très faible niveau de déformation. Elles permettent de cerner la dépendance du module à la fois à l'état de déformation et à l'état de contrainte. Et pour le faire, pour rassurer ces mesures, on doit porter un soin particulier à la réalisation de l'essai. Donc soit pour avec des améliorations matérielles ou des calibrages spécifiques, former les opérateurs à ces nouvelles procédures qui sont quand même très différentes des procédures usuelles, donc il faut les sensibiliser à ces besoins spécifiques. Et donc là-dessus, il y a effectivement un intérêt pour l'automatisation, mais tout en gardant un regard critique sur la qualité de la mesure au niveau de la sonde. Voilà, qu'on peut avoir des écarts entre ce qui se passe à 20 mètres de profondeur et au niveau du CPV. Et important à dire, c'est que ces protocoles assurent la continuité avec les procédures MENAR. Donc on peut avec un même essai avoir des modules à très faible déformation, avoir un module MENAR une pression limite qu'on a besoin dans la pratique d'ingénieure française pour les dimensionnements de nos ouvrages. Et tout ça s'insère dans un cadre stratégique de la campagne de reconnaissance, c'est-à-dire on ne va pas changer, on ne va pas arrêter de faire des essais pressiométriques MENAR, on peut le faire. On va cibler des horizons pour faire des essais particuliers, des essais spéciaux, qui vont nous donner des paramètres complémentaires. Voilà, horizon par horizon, avec un choix au cas par cas et un choix réfléchi. Donc, et voilà, donc la notion de complémentarité et intégration, voilà, d'avoir les deux qui peuvent fonctionner ensemble sur un même site. Merci de votre attention. Merci Alexandre. Est-ce que vous avez des questions ?
Bonjour, Guillaume Vellon, INRAE. Merci beaucoup pour cette très belle présentation et ce très gros travail. J'avais une petite question sur la validation de la méthode. Au début, vous avez comparé les modules G0, et puis vous avez dit que c'est cohérent avec les mesures in situ. J'ai cru voir quand même qu'il y avait une différence significative avec les essais Cros-Sol notamment. On retrouve le facteur 2 qu'on trouve entre des essais en labo et des essais in situ. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, on n'a pas tout à fait réglé le problème de remaniement, de toute façon, intrinsèque au fait qu'on fait des forages avant de faire les essais pressiométriques? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être plus proche de la loi de comportement ou du comportement du sol non modifié, non remanié? Alors, je ne pourrais pas attribuer cette différence au remaniement. Il y a effectivement une certaine différence qui était du même ordre de grandeur entre ce qu'on pouvait avoir entre les essais cross-roll et down-roll. Donc, on était quand même sur un site de référence, on était à Merville sur les Achilles des Flandres. Il y avait une distance significative entre ces essais cross-roll et les essais de validation. Donc, même si on est sur une même formation géologique, il peut y avoir un certain écart. Donc, je peux l'attribuer à ça. En théorie, donc c'est effectivement en faisant, si on passe par un modèle numérique, le G0 qu'on détermine avec un pressiométrie peut être effectivement le G0 du matériel. Donc cette différence pourrait venir du site, soit des différences géospatiales, du fait qu'on a certaines distances physiques aux essais géophysiques. Voilà, je ne l'attribue pas forcément à une perturbation de forage, puisque les trois boucles elles donnent des modules très similaires. Donc, normalement, quand il y a un problème de forage, on va l'améliorer en augmentant la pression. Et là, ce n'était pas le cas. Merci. Merci pour ce gros travail, Alexandre. J'avais une question et une sous-question. Dans les argiles, est-ce que tu as mesuré la pression interstitielle? Non. Bon, donc ma deuxième question n'a pas lieu d'être. Parce que disons, comme dans ta présentation, tu calcules un module G séquent, mais qui est en contrainte totale. Et l'expérience que j'ai, c'est qu'il y a une grosse différence entre le module G séquent en contrainte totale et celui calculé en contrainte effective. Bon, voilà, c'était simplement une remarque. Merci. D'où d'ailleurs l'intérêt d'avoir des capteurs dans les sondes, effectivement, oui, de pouvoir faire, voilà, tenir compte dans l'interprétation. Merci Alexandre pour ton exposé. Dis-moi, dans les méthodes d'interprétation, si j'ai bien compris en vue de tes diapos aujourd'hui, pour les sols flottants, on est dans des méthodes semi-empiriques forcément, et dans les sols cohérents, on peut utiliser des méthodes ta méthode analytique. J'ai bien compris ça? C'est bien ça. En comportement non drainé, on a un volume constant pendant tout l'essai, donc l'intégration est beaucoup plus facile. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'équation, enfin de solution analytique en terrain frottant. Au moins aujourd'hui, on ne l'a pas. Mais ouais, c'est bien ça. Parce qu'on pourrait à ce moment-là, je ne sais pas si ça peut aider, mais se rapprocher des travaux de Hughes et Windle, si je me souviens bien, qui est la première interprétation au pressiomètre autoforeur dans des sols flottants. Je ne sais pas si ça peut aider. Voilà. Okay. Une dernière question. Oui, c'était une question, mais ça allait un petit peu dans le sens par rapport à ce qu'a dit Jacques Monnet. Est-ce que la phase de déformation volumique qu'on voit là, lors du fluage, enfin, etc., est-ce que ça pourrait être lié à des phénomènes de dissipation de surpression interstitielle dans le canon drainé, par exemple? Ça pourrait. Alors là, je ne crois pas qu'il est, parce qu'en fait, s'il y a lieu de dissipation, on verrait en quelque sorte consolider le terrain et on ferait augmenter le module de ces éléments. Voilà, on fait augmenter l'état de contrainte moyenne, ce qui n'a pas été le cas là.
Parce que les argiles, c'est dans les argiles, donc c'est quand même des sols à très faible perméabilité, c'est ça ou... Oui. C'est ça. Donc là, on Ouais. était dans des argiles, et en plus fortement surconsolidées. On peut avoir des deltas U négatifs éventuellement sur consolidé. Hein, donc, d'où l'intérêt vraiment sur les mesures de pression interstitielle. Hein, c'est tout à fait, des choses qui se faisaient sur le pressiomètre autophore dans les années 80. Et donc, la question subsidiaire, la sonde Francisco, donc, qu'on a eu l'occasion là, de tester au labo, là, à l'école des ponts. Quelles sont ses perspectives de développement? Parce que ça paraît être une sonde très, très, très intéressante. Hein. Voilà. Alors, j'ai soutenu ma thèse en 2020. Depuis, je pense pas que les développements ont beaucoup avancé. Et je ne sais pas si ça a été... voilà. S'il y a une continuité qui a été donnée, au moins pas à ma connaissance.